tous, merci de vous joindre à nous. Des radars de prévention des incendies de forêt en passant par des batteries pour les énergies renouvelables, des véhicules électriques, des drones de pointe ou encore des équipements révolutionnaires pour la culture de blé dur, le dessalement d'eau de mer. Voilà une partie des projets nationaux dans le domaine de la recherche scientifique promue actuellement dans nos universités. Avec d'abord cette volonté de relever des défis technologiques modernes et inscrire l'enseignement et l'éducation supérieure dans une ère de changement technologique rapide, en nous appuyant bien sûr sur une variété de programmes de formation de haut niveau, notamment dans les filières, entre autres, de l'intelligence artificielle et des mathématiques appliquées. La plateforme BAHT, ou Recherche en français, le dernier né du vaste programme de numérisation du secteur, une manière plus concrète de mettre en lien direct et interactive les établissements universitaires et de recherche avec le secteur socio-économique. Pour en parler avec nous, professeur Mohamed Bouhicha, vous êtes professeur à la tête de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors cette plateforme BAHT, on va en parler parce qu'elle est importante et elle résume à elle seule ce lien qu'on veut absolument aujourd'hui établir entre les universités et la sphère socio-économique. Cette plateforme, elle a de multiples visées, comme rendre d'abord nos centres de recherche plus visibles, nos compétences locales aussi, mais encore de financer les centres de recherche et les laboratoires universitaires avec des retours sur investissement désormais à travers des prestations commerciales avec les entreprises. À qui va profiter le plus, professeur Bouhicha, cette plateforme, aux chercheurs ou aux opérateurs économiques? Tout le monde va en profiter parce qu'il faut dire que cette plateforme a été une revendication principale qui nous a été émise lors des différentes réunions qu'on a eues avec aussi bien nos chercheurs que le secteur industriel. On a fait des réunions des assises en 2014 et l'une des recommandations essentielles, c'est d'essayer d'avoir une interface entre tout ce qui est monde académique et tout ce qui est monde socio-économique. Et cette interface, on a voulu la faire en quelque sorte d'une manière numérique. C'est à travers BAHT qui permet en quelque sorte d'exposer le savoir-faire et les compétences, le potentiel scientifique, humain et matériel existant au niveau des différentes entités de recherche, et aussi mettre en lien aussi les opérateurs socio-économiques pour qu'ils puissent en quelque sorte consulter cette plateforme en vue de résoudre quelques problèmes. Même on a en quelque sorte mis une rubrique où l'opérateur socio-économique peut même poser la problématique. Oui. Mais on peut, à notre niveau, au niveau des gestionnaires de cette plateforme-là, aiguiller cette requête vers les entités de recherche, vers les gens qui ont une compétence à le faire. Alors, il y a d'ores et déjà sur cette plateforme quelques 1560 utilisateurs avec un peu moins de 500 requêtes. Comment comptez-vous promouvoir justement cette plateforme auprès des opérateurs économiques pour qu'ils viennent justement soit poser leurs problématiques comme vous le dites, soit chercher des équipements particuliers? Alors, il faut dire que la plateforme elle est toujours en cours de construction parce que ce n'est pas l'ensemble des entités de recherche qui ont enregistré. C'est pour ces raisons-là qu'il y a un nombre un petit peu réduit, mais on va c'est-à-dire tout le monde, on va essayer premièrement de promouvoir cette plateforme auprès de nos entités de recherche. Ça serait en quelque sorte pratiquement une obligation pour eux de s'enregistrer. Et aussi pour promouvoir ça au niveau du secteur socio-économique, c'est par le biais bien sûr de sensibilisation à travers des réunions, à travers des campagnes de sensibilisation qu'on va entamer avec les différentes organisations patronales que notre pays compte. Alors, il y a ces catégories de recherche sur la plateforme qui sont vides, comme dans le génie génétique, l'intelligence artificielle, l'électronique ou ingénierie minière et pétrolière. C'est assez étonnant. Ce que je viens de dire, c'est que... Oui. Mais c'est assez étonnant que ces filières, particulièrement qui sont prisées aujourd'hui... Ces filières sont prisées, il y a des compétences là-dessus, mais il y a notamment les laboratoires de recherche. Bon, pour les centres de recherche, pratiquement l'ensemble des centres de recherche ont émis leurs requêtes, ils ont renseigné la plateforme. Pour les laboratoires, il y a en quelque sorte, on peut dire que c'est partiel pour cet instant-là, mais on va continuer l'effort pour que toutes les rubriques seront renseignées.
même les sciences sociales et humaines. C'est-à-dire qu'il faut dire que la plateforme Baht contient essentiellement trois grands types de requêtes. Premièrement, une requête par rapport aux équipements, potentiels matériels qui existent. C'est ce qu'on trouve le plus d'ailleurs. Qu'on trouve le plus, parce qu'on a tendance en quelque sorte à fructifier, en quelque sorte à rentabiliser le matériel qui existe auprès des entités. Oui. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le savoir-faire que ces entités de recherche possèdent, et notamment les sciences sociales et humaines. Donc, c'est le deuxième type de requête. Et le troisième de requête, c'est pour permettre aux opérateurs eux-mêmes, socio-économiques, qui ne veulent pas, en quelque sorte, parcourir l'ensemble de la plateforme, d'émettre une requête. Et même s'il y a des requêtes en génie génétique, malgré qu'il n'y a pas un renseignement, on peut l'orienter s'il y a une requête là-dessus. Alors, de manière générale, l'approche sur la conception des projets de recherche a changé au niveau de votre justement direction générale, puisqu'ils sont en partie financés déjà par le partenaire social. Il y a ces objectifs notamment de retour sur investissement. Comment comptez-vous justement raccorder tout ça ? Oui, il faut le dire qu'il y a une nouvelle approche qu'on est en train de... Ça fait un bout de moment qu'on a commencé à l'implémenter. Et parce qu'auparavant, on a vu que, par exemple, si on prend l'expérience des programmes nationaux de recherche, on est en troisième année de concrétisation de ces programmes nationaux de recherche. Pour le premier programme, pour le PNR 1 et PNR 2, on a laissé en quelque sorte les enseignants eux-mêmes de préparer les problématiques de recherche en essayant de faire en quelque sorte faire venir des opérateurs proposer c'était plus une force de proposition. Et ça, c'était une erreur finalement. Bon, c'était une erreur, mais ce n'est pas une erreur en quelque sorte parce que même les PNR 1 et PNR 2, on est en train de voir des résultats qui sont vraiment très très prometteurs parce qu'il y a pas mal de projets qui ont été bons. Alors PNR, projet nationaux. Projets nationaux de recherche. Non, c'est que pourquoi on a changé d'ailleurs en quelque sorte la démarche, c'est qu'on a vu que ces projets, lorsqu'ils sont proposés par les enseignants-chercheurs, ils passent le filtre de l'excellence scientifique, c'est-à-dire en matière académique, ils sont bien, mais en matière d'impact, lorsqu'ils passent par les commissions intersectorielles, on trouve que l'impact en quelque sorte voulu par l'opérateur économique n'est pas lié. Et c'est pour ces raisons-là que le taux en quelque sorte de réussite de ces projets-là était vraiment très faible, était moins de 10%. Quand vous parlez de taux de réussite, c'est son absorption par l'opérateur économique. C'est-à-dire c'est le nombre de projets soumis par rapport aux projets retenus. Bon, c'est-à-dire essayons de dire qu'il y avait 800 projets soumis. Et sur l'ensemble de 800 projets qui ont été soumis, uniquement 80 ou 70 qui ont été retenus. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement, c'est pas bénéfique pour avoir un filtre finalement de l'excellence? Non, mais pourquoi? Parce qu'on a confié, les programmes nationaux de recherche ont pour vocation, c'est des projets de recherche appliqués, qui devraient avoir un impact direct, c'est-à-dire un impact sur le quotidien de l'opérateur économique ou le quotidien du citoyen lui-même. Oui. Donc, c'est pour ces raisons-là, lorsque ces projets ont été soumissionnés, on a trouvé qu'il manquait, en quelque sorte, l'impact voulu. Et c'est pour corriger en quelque sorte, cette démarche que la nouvelle démarche préconisée par M. le ministre, que les problématiques qui constituent le projet lui-même doivent être formulées par les opérateurs économiques. C'est pour ces raisons-là, à travers les commissions... C'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Et aussi pour ne pas frustrer nos chercheurs, parce que... L'impliquer finalement. 10% de taux de réussite, c'est pas égalé au mouvement. Même si vous prenez les projets internationaux qui sont vraiment très durs pour avoir un projet accepté, c'est 17% de taux de réussite. Nous, c'est 10%. C'est pratiquement inégalé. C'est pour un petit peu résoudre cette problématique qu'on a. Donc on a essayé de constituer pratiquement une base de problématiques par les opérateurs socio-économiques. Moyennant les commissions intersectorielles, on a transformé ces problématiques-là en projets de recherche, et ces projets de recherche sont lancés à concurrence pour les équipes de recherche pour qu'ils en quelque sorte, aient l'adhésion de partenaires socio-économiques. C'est-à-dire maintenant, l'enseignant-chercheur ou le chercheur permanent
concourt pour avoir un projet moyennant la solution qu'il préconise et la démarche préconisée l'impact. C'est un rapport de gagnant-gagnant. Enfin, tout le monde y trouve son compte, voilà. Finalement. Alors, il y a ces chiffres qu'avance la direction générale que vous dirigez. Ce sont donc ces projets PNR, les projets nationaux de recherche, et il y en a 203. Qui sont en cours d'exécution. Pardon, qui sont en cours d'exécution, tout à fait. On a la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la santé du citoyen, les 3 S, comme vous les appelez vous-même. Ce sont des axes extrêmement stratégiques, mais à la fois, il y a tellement de défis à relever dans ces trois catégories. Tout semble prioritaire dans ces 3 catégories, encore une fois. Par quoi il faut commencer? Comment allez-vous organiser ces domaines de recherche? Bon, premièrement, ces 3 S, les 3 sécurités, comme vous venez de le dire, c'est le programme du gouvernement, parce qu'on est en train d'exécuter le programme du gouvernement qui repose en matière de recherche scientifique sur ces 3 programmes nationaux de recherche. Donc aujourd'hui, il faut appuyer cette notion que le gouvernement s'appuie sur la recherche scientifique. Ça pousse sur la recherche scientifique pour concrétiser trouver des solutions innovantes. Ces projets, c'est quand même pour trouver des solutions innovantes à des défis que notre société est en train de rencontrer. Oui. Parce qu'il faut en quelque sorte rendre, comme Monsieur le Président de la République l'a pris comme engagement, rendre l'université comme étant la locomotive de l'économie nationale. C'est-à-dire de permettre aux chercheurs, aux étudiants d'innover, de créer leur propre entreprise et de répondre aux différents défis que notre société est en train de rencontrer. Donc même les financements, j'ouvre une parenthèse, même les financements devraient être plus conséquents aujourd'hui pour la recherche scientifique, puisque le gouvernement lui-même s'appuie sur ce département de l'enseignement supérieur. Oui, le financement public, il faut le dire, le financement public pour la recherche scientifique, il est conséquent. Ce qui manquait, c'est le financement de l'autre partie, c'est-à-dire le financement qui vient des opérateurs économiques, qui est un petit peu infime. Et c'est pour ces raisons-là qu'il faut en quelque sorte trouver une solution à ça. Parce que de part du comment trouver une solution à ça? C'est-à-dire d'impliquer le secteur socio-économique à réhabiliter la recherche au sein des entreprises. Mais est-ce que les grandes entreprises publiques ne devraient pas jouer le jeu en premier, donner l'exemple aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas le cas? Ils sont en train de le faire pour les grandes entreprises. Si on prend le cas de Sonatrach, ils ont une direction centrale de la recherche qui est en train de faire le nécessaire. Mais on voudrait, en quelque sorte, que cet exemple de Sonatrach se réplique, se répand sur l'ensemble. Est-ce que vous seriez pour dire qu'il faut un peu obliger ces entreprises à développer ce département de recherche et à faire la connexion donc avec ce qu'on est en train de faire en quelque sorte, mais il faut, parce que on ne va pas réinventer la roue. Tout le monde s'accorde à dire que pour un petit peu faire intéresser ces opérateurs économiques, il y a des mécanismes, des moyens. Il y a ce qu'on appelle le financement indirect, c'est-à-dire le financement des activités de recherche indirectes, et là, on a un arrêté interministériel qui est l'application d'une disposition législative de la loi de finances 2023 qui vient d'être qui a apparu en 2023, 2024 et qui en quelque sorte prend en charge le financement prend en charge partiellement le financement des activités de recherche, les activités de recherche sont engagées par les opérateurs économiques lorsque toutes les dépenses qui sont engagées par les opérateurs économiques peuvent être remboursées partiellement, en totalité, selon le cas, par l'État algérien. Donc c'est un financement indirect. Oui. Et aussi, il y a aussi l'autre mécanisme, c'est le financement direct, c'est-à-dire de promouvoir la relation recherche-entreprise. C'est-à-dire, on va dire, par exemple, si une entreprise, en quelque sorte, s'engage à faire un projet de recherche, et si elle le fait avec un opérateur public de recherche, l'État, en quelque sorte, participe au financement de ce projet de recherche. C'est à travers principalement ces deux mécanismes de financement qu'on pourrait attirer les opérateurs économiques. Mais il faut dire aussi que les opérateurs économiques doivent aussi réhabiliter la fonction recherche en leur sein, c'est-à-dire chaque
opérateur économique doit penser à avoir une stratégie en matière de recherche-développement au sein de son entreprise. C'est ce qui manque aujourd'hui au niveau de s'il y a une stratégie économique en matière de recherche et développement, là, on pourrait mettre les moyens et les mécanismes pour la concrétiser. Alors, j'aimerais qu'on cite un exemple dans le domaine de la santé du citoyen, ou des pathologies telles que le cancer du sein et autres cancers, ou les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, leur prise en charge coûte énormément d'argent à la CNAS, on le sait aujourd'hui. Il y a des projets de l'intelligence artificielle dans le diagnostic du cancer du sein, particulièrement, et sa prédiction. Ça, ce sont les PNR. Et puis, ou encore un système d'interprétation rapide et d'aide à la prise en charge pour les AVC. Là, c'est essentiellement l'État qui va financer ces projets, puisque... C'est des projets qui ont été proposés. Ça, c'est le PNR1 et PNR2. Bon, c'est des projets, comme je viens de le dire, même PNR1 et PNR2 contiennent beaucoup de projets qui sont très, très intéressants. Et les résultats qu'on est en train d'avoir à la lumière de l'évaluation annuelle sont très prometteuses. Ça, c'est deux exemples de deux projets qui sont en train d'être menés actuellement. L'un porte sur tout ce qui est accident cérébral, AVC, et l'autre porte sur les différents mécanismes pour lutter contre le cancer. Donc là, on revient au financement. C'est l'État qui va financer ce projet particulièrement. C'est un financement à concurrence totale par l'État. Parce que ici, on est en présence de l'opérateur, c'est un hôpital ici. C'est l'hôpital. Tout à fait. C'est l'hôpital, donc on est en train de financer. C'est la santé publique. C'est la santé publique, donc c'est financement total de l'État. Alors, en revanche, dans le domaine de la sécurité alimentaire, je vous donne un autre exemple. On a de l'intelligence artificielle dans la technologie de transformation du blé dur, des blés en général, ou encore l'intelligence artificielle dans la technologie de transformation des blés. Là, vous nous direz quels sont les opérateurs qui sont impliqués. Et puis, est-ce qu'on a au préalable l'évaluation de ce que va coûter ce projet, de son impact économique sur notamment notre facture d'importation des blés, qui est encore très importante et qu'on veut réduire toujours. Donc, est-ce qu'il y a ce type d'évaluation avant d'entamer l'exécution de ces projets? Non, l'une des conditions en quelque sorte éliminatoires en matière d'acceptation de ces projets-là, c'est l'impact. Si on si on voit que l'impact de ce projet-là n'est pas vraiment évident, il ne sera pas accepté. C'est pour ces raisons-là que le taux de réussite de ces projets-là, il était faible dans le début. Donc pour ces deux projets, l'opérateur, c'est l'OIC. Pour la transformation de blé. Et comme vous voyez, il y a l'introduction de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, et notamment pour les systèmes intelligents en matière d'irrigation, en matière de traitement des semences, etc. Même le développement des nouvelles variétés de semences qui résistent le stress hydrique, qui s'adaptent à notre climat, sont dans les projets, les 203 projets qui ont été retenus. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a applaudi en quelque sorte la décision du président de la République de rendre les fermes pilotes comme des fermes polylumineuses. Parce que il y a des chercheurs qui ont développé des espèces, des variétés d'espèces de légumes qui s'adaptent au stress hydrique, qui s'adaptent même à la culture. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez les lentilles, il y a le CRBT qui a développé un type de lentille qui est facile en quelque sorte à cultiver. Parce que le lentille, généralement, il est assez bas. Donc, on a développé une technique de telle manière qu'il soit un petit haut et qui résiste aux différentes stress hydriques. Donc, on peut relever aujourd'hui des défis qui nous paraissaient impossibles il y a même une dizaine d'années. Aujourd'hui, on peut parer à ces problématiques. Moyennant une confiance à ces jeunes chercheurs et aux jeunes étudiants, je pense qu'on peut relever pas mal de défis, notamment en matière de sécurité alimentaire, sécurité énergétique et santé des citoyens. Alors, je voudrais qu'on revienne rapidement, pour terminer, sur ce dont disposent aujourd'hui nos universités. 1800 laboratoires de recherche, 30 centres de recherche, 80. Ce sont juste quelques chiffres, pour donner un ordre de grandeur. 96 incubateurs
Il y a aussi plus d'une centaine de milliers de publications, des centaines de revues nationales, plusieurs catégories, et 1400 brevets d'invention. Qu'est-ce que cela nous dit sur la dynamique de recherche scientifique aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la course aux chiffres? Parce qu'on a beaucoup critiqué la recherche scientifique en disant c'est le parent pauvre de l'enseignement, etc. et qu'on n'y donnait pas trop d'importance. Aujourd'hui, il y a tous ces chiffres qui apparaissent d'un coup et qui nous disent qu'il y a une dynamique assez importante. Il y a une dynamique assez importante qui a été enclenchée depuis pratiquement ça fait 2 ans, 3 ans, mais depuis une année ou 2 ans, pour la venue de M. le ministre, il y a l'aspect en quelque sorte de la valorisation économique de l'acte de recherche, il est mis en avant. C'est-à-dire tous les projets de recherche doivent avoir un impact. On n'occulte pas la science fondamentale. La science fondamentale devrait être continuée au niveau de laboratoire en matière de formation doctorale. Mais il y a une dynamique qui a été créée pour permettre, premièrement, aux chercheurs de contribuer à l'économie nationale, moyennant des solutions innovantes, moyennant la création de leur propre entreprise aussi. Et pour permettre aussi aux étudiants, ça n'était pas auparavant possible. Parce qu'auparavant, on se heurtait en quelque sorte en tant que chercheur au problème de financement de ces entreprises. Maintenant, avec le département de l'économie de la connaissance qui a un financement public consacré à ça et qui pourrait aider ces entreprises naissantes à être financées, ce problème ne se pose plus. C'est pour ces raisons-là qu'on a en quelque sorte essayé de créer l'écosystème pour permettre l'épanouissement des différentes compétences qui existent aussi bien au niveau des centres de recherche à l'université. Cet écosystème est constitué, comme vous venez de le dire, par ces incubateurs-là, 96 incubateurs ou 98 si on prend les incubateurs privés. Aussi, il y a les centres de développement de l'entrepreneuriat pour inculquer la culture d'entrepreneuriat au niveau des étudiants, pour permettre à ces étudiants, au lieu en quelque sorte uniquement de se contenter de voir un poste d'emploi au niveau de la fonction publique, au niveau des sociétés nationales, l'encourager à aller vers la lui-même sa propre richesse, mais aussi bien pour les chercheurs eux-mêmes, de créer leur propre spin-off. Ça, ce sont en quelque sorte les grands objectifs qu'on a tracés pour cette dynamique. C'est pour ces raisons-là que vous voyez qu'en matière de brevets, je pourrais vous dire que depuis l'indépendance jusqu'à 2021, on ne cumulait même pas 900 brevets. Oui, justement. Mais le bond est assez spectaculaire. Parce qu'on a mis un accent sur ça, c'est pour ces raisons-là, parce que c'est l'arrêté de 60. Je vous posais la question sur la qualité, justement. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une course effrénée sur les chiffres? Très rapidement, on terminera là. Non, oui, mais effréné sur les chiffres s'il y avait quelque chose derrière. Bon, les courses effrénées derrière le brevet parce qu'il y avait une politique. Par exemple, si on prend les autres pays, il y avait une politique incitative au dépôt de brevets. Et oui. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas une incitation financière pour les gens qui ont déposé le brevet, il n'y a aucune incitation. C'est uniquement pour permettre, c'est cette culture de propriété intellectuelle qu'on a inculquée au niveau des étudiants. C'est-à-dire, au lieu de laisser votre travail sur le tiroir, déposez-le comme brevet. C'est ça ce qu'on a. Je vous remercie, professeur Bouhicha. Le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Merci. Je rappelle que vous êtes à la tête de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Merci pour les précisions que vous nous avez apportées ce soir. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée avec la suite de nos programmes et à bientôt. Au revoir.